n'a donné. Travaux publics, nous sommes parmi les derniers dans les routes. Finances, nous sommes les derniers à avoir de l'argent. Développement, nous sommes les derniers à être développés. Ça veut dire exactement que le type a raison. Le problème du nordiste, c'est l'argent, ce sont les enveloppes. Et je comprends aujourd'hui pourquoi ce problème qui s'est passé à Kousséri-là, les gars ont fait le bruit, les maires ont fait le bruit là-bas. Au finish, on nous les a présentés avec des enveloppes. Et puis, ils sont les premiers, ils étaient encore là, pendant que les choses chauffaient encore. Ils ont dit non, nous demandons au président Paul Biya, nous le soutenons, le RDPC reste jusqu'à la gare. Tout à fait. Ce sont eux. Je comprends pourquoi certains de nos ministres prennent le courage de venir chez nous dire Paul Biya jusqu'à la gare. Parce que justement, ils se sucrent. Mais alors, mes frères, quand je vois des milliers de femmes derrière eux pour chanter, bon, je vais les comprendre aussi. Puisqu'on les a affamés, à cette heure-là, même si j'étais là, je pense que je devais réfléchir par 2 fois avant de ne pas m'engager avec eux. Justement parce qu'on a mis nos populations dans un état de misère, de pauvreté extrême, de faim et de famine, à tel enseigne que lorsque quelqu'un va venir avec 500, 1000 francs, vous allez d'abord prendre. Chers nordistes, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est le moment de dire non. C'est le moment de supporter la faim pour un moment. Octobre 2025 est déjà là. Les gens là ne vont plus passer. Nous devons nous inscrire sur les listes électorales pour stopper net ceux qui, derrière le président de la République, se cachent pour piller ce pays. Ceux qui, derrière le président de la République, se cachent pour donner des enveloppes aux élites qui viennent vers nous, nous donner 500, 1000 francs pour payer nos voix. Nous devons arrêter ça net. On nous injurie partout. On dit que nous ne sommes rien. On dit que tout notre problème, pour les élites là, se résume aux enveloppes. Et le Grand Nord. Le Grand Nord, il est temps de dire non. Il est temps de dire non. Qu'on ne nous trompe pas. Ce n'est pas le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, qui serait encore en train de gouverner ce pays. Nous le savons tous. Il faut avoir les yeux fermés ou alors il faut avoir de la boue à la place du cerveau pour penser que lui tient encore les rênes de ce pays. Ce n'est pas possible. En tout cas, pour nous d'autres, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ça ne passera plus. Je pense que vous devez négocier. Parce que ce que vous voulez faire là, va nous embarquer nous tous. Parce que ça ne va pas passer. N'essayez pas de nous intimider. N'essayez pas de passer par la violence. N'essayez pas, passons par les négociations. De vous à nous, restons autour d'une table. Discutons. Maintenant, on sort comment? Nous, on va vous permettre de sortir par la grande porte. Même s'il est tard, on va quand même vous comprendre. Mais si vous continuez comme vous êtes en train de faire là, vous voulez foncer là, c'est qu'il n'y aura rien dans ce pays. Et je ne sais pas qui vous allez gouverner. Voilà ce que je tenais à dire. À mes frères nordistes, c'est le moment plus que jamais. Rejoignons massivement les partisans du changement du Grand Nord. Nous avons la possibilité de changer la donne. Et c'est une opportunité à ne pas manquer. Réveillons-nous, chers nordistes. Réveillons-nous. Les gens nous regardent. Le monde nous observe. Le pays a besoin de nous. Nos enfants, la postérité a besoin de notre aide. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Et bien évidemment, merci d'avoir été indulgent et surtout d'avoir mis l'oreille pour pouvoir suivre ce qui est en train de se passer. Ou bien l'élément qui était en train de passer. Le Grand Nord, c'est aussi un problème d'égoïsme. Comment peut-on comprendre aujourd'hui
que le Grand Nord oublie ses enfants qui sont en prison? Comment peut-on comprendre que le Grand Nord, avec ses élites embrigadées, ne puisse plus rêver grand? Et pourtant, le Grand Nord devrait quand même se dire, il faut les mêmes traitements, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion, quelle que soit la région. Or, Biyaki a déclaré le grand amour au Grand Nord. Biyaki, jusqu'à présent, comme vous constatez, n'achète que quelques élites à monnaie de singe, à monnaie d'escargot, à monnaie de ceci et cela. Ce Biya aussi a eu à décapiter les élites du Grand Nord. De telle sorte qu'aujourd'hui, le Grand Nord se retrouve être pratiquement l'antichambre du RDPC. Toute personne ayant même été humiliée au Grand Nord va maintenant se mettre à genoux devant le RDPC. Résultat des courses, voilà Marafa, Amidou Yaya. Marafa Amidou Yaya est en train de crever en prison dans l'indifférence totale des élites du Grand Nord. Bien au contraire, ces élites s'opposent même à la sortie de Marafa Amidou Yaya. Paul Biya les utilise même pour fustiger Marafa Amidou Yaya. Égoïsme, égocentrisme, individualisme, griotisme. Le Grand Nord est presque mort politiquement. Depuis le 16 avril 2012, l'homme qu'on voyait comme un potentiel successeur de Paul Biya est enfermé dans une cellule de 3 mètres sur 4. Marafa Amidou Yaya, ingénieur en pétrochimie, sorti de l'université de Kansas, avait un avenir. La carrure, la prestance, il avait fait des ministères de souveraineté, avait été d'une fidélité auprès de Paul Biya. Il a été le conseiller spécial de Paul Biya avant de devenir secrétaire général à la présidence de la République. Et puis, il est passé au ministère de l'administration territoriale. C'est alors que son destin avait basculé comme une aile d'hélicoptère perdue dans les nuages, n'ayant plus de boussole, au milieu de la tempête, où la seule chose qui restait à faire, c'était les plonger en enfer. Derrière des barres de fer, Marafa Amidou Yaya transpire. Cet homme n'est pas le plus grand voleur du Cameroun. Encore que la justice n'a même jamais démontré qu'il a volé quoi que ce soit. Mais c'était tout simplement une affaire de règlement de compte. Marafa Amidou Yaya a juste eu l'honnêteté intellectuelle de dire la vérité à Biya.
Biya qui le piégeait et qui faisait semblant lui faire confiance, avait demandé son avis. Lui ne connaissait pas la flagornerie. Lui, c'était un homme à l'éducation occidentale. Et il n'avait pas manqué de dire à Biya, il serait imprudent de se représenter. D'autant plus que Biya lui-même avait déjà donné l'impression qu'il ne voulait plus continuer à exercer le pouvoir et qu'il préparait Marafa Hamidou Yahya. Le piège se refermait. Et surtout, Marafa Hamidou Yahya, qui déjà était épié, espionné, savait que peut-être Biya ne pouvait pas lui faire du mal au regard de sa fidélité. Mais Biya juste profité de quelque chose. La sortie des confidences de Marafa Hamidou Yahya à l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé. Nous étions alors dans les années 2004, 2007 et plus précisément en 2006. L'ambassadeur lui avait demandé s'il avait l'intention d'exercer la magistrature suprême. Bien évidemment, quand on est un grand cadre et que vous travaillez aux côtés du président de la République, qui d'ailleurs a fait de lui un cadre du RDPC, puisque jusqu'à présent, même étant en prison, il reste membre du comité central du RDPC. Il avait répondu par la négative, en mettant en bémol qu'il ne pourrait pas le faire tant que le président Biya est candidat. Donc c'était clair. Mais malheureusement, en 2010, il y a le scandale de Wikileaks, où justement des informations venant du gouvernement américain sont publiées sur les réseaux sociaux et pratiquement sur Internet. Tout le monde peut lire. C'est donc là où Biya découvre que Marafa Hamidou Yahya a déclaré qu'il voulait être candidat à l'élection présidentielle. Qu'il l'ambitionnait. Pas pour rivaliser Biya, mais qu'il avait ça dans un coin de la tête. Biya étant né avec le pouvoir que son père lui a donné, le Cameroun qui est sa propriété privée, et tout dit qui est son château qu'il a eu à construire à la sueur de son front, il s'est donc fâché, et d'où l'arrestation. Marafa aurait pu utiliser la lâcheté parce qu'il était informé. D'ailleurs, le professeur Joseph Owona était au courant. Et il avait d'ailleurs demandé à Marafa, était parti lui demander, mais est-ce que tu as vraiment eu l'intention de devenir président de la République? Marafa, en toute honnêteté, lui a dit oui. Et Owona, selon des témoignages qui me sont parvenus, lui avait dit, si seulement tu as eu cette intention, pars. Marafa était reparti dans le septentrion. Mais sauf que les services secrets et surtout que Paul Biya voulait absolument l'avoir parce que les États-Unis voyaient en lui une carrure d'un homme assez intègre, d'un homme honnête, d'un homme pondéré
et d'un homme pas du tout tribaliste. Bref, c'était le nordiste qui avait la police moderne et aussi qui pouvait s'adapter à toutes les cultures. Marafa fut arrêté alors qu'il était revenu lui-même de ses propres pieds à Yaoundé. Il aurait pu traverser comme à Tamnakuna, prendre le Kabangondo, mettre les nattes et tout. Mais malgré toutes les informations qu'il pouvait avoir, Marafa, parce qu'il n'avait pas, il était conscient qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas puisé dans les caisses de l'État, il était resté. La preuve, vous vous rendez compte, Marafa a été condamné à 25 ans de prison, puis en appel à 20 ans de prison pour complicité intellectuelle de détournement de fonds publics. Le juge Schlick, dépassé par les événements, et parce qu'il recevait directement les injonctions du palais, ne savait quoi dire devant un dossier vide. Il était donc obligé de dire complicité intellectuelle, qui n'existe pas dans le code pénal camerounais. Donc on vous présente, on vous condamne pour quelque chose qui n'a jamais existé. Complicité de détournement. Dans quoi? Dans l'affaire de la Camère. Or, Marafa n'est pas celui-là qui conduisait l'avion, n'était pas le directeur général. Ce n'est pas lui qui avait sorti de l'argent. C'est lui qui a sorti des milliards de la SNH est encore là, en poste, Adolphe Moudiki. Et qui a pris cet argent? C'est le grand bandit qu'on appelle Yves Michel Fosso. Dans la même affaire, l'ancien ministre des Finances, Meigny, de nationalité américaine, là où on ne veut pas la double nationalité au Cameroun, Paul Biya l'a nommé ministre des Finances, avait nommé ministre des Finances. Dans la même affaire, vous aviez le Premier ministre, Inoni Ephraim. Les détournements ont été déterminés. Inoni Ephraim a détourné, selon la justice, 1,7 milliard. Mais la plus grosse souris, parce que le type là, lui, il vole tout. Il vole les femmes d'autrui. Il vole l'argent de son père. Il vole l'argent de l'État. Il vole même, il vient de voler tout l'argent de sa dernière femme. Et il a fui. Il a volé l'argent de sa femme, Cécile. Il a fui. Yves Michel Fosso. Il a détourné dans cette affaire, je crois, 31 milliards de francs CFA. 31 milliards. Mesdames et messieurs, Inoni Ephraim, le 22 juillet 2019, il commence à dire, oh yo, il y a eu un maître à Kondengui. Oh, vous voyez ici, ça m'a un peu brûlé. On dit, ça t'a brûlé où? Il dit, c'est ici. Ouh, ça fait mal. Oh. On dit, va vite à l'hôpital. Inoni Ephraim, le ministre, ancien premier ministre. Il part à l'hôpital central. Directement.
Paul Biya demande son évacuation en France. Pour quelqu'un qui a été condamné en 2013, c'est l'État du Cameroun qui le loge au 16e arrondissement de Paris. Il se balade, il vit bien. Vous comprenez que dans tout ça, jusque-là, on n'a pas dit que Marafa a volé ses chiens. Je lui dis tout simplement que le juge lui dit, ouais, vraiment, monsieur Marafa, vous étiez l'ami de Fosso, donc, normalement, vous étiez au courant. Donc, si je suis au courant que quelqu'un a volé là-bas, directement, complicité intellectuelle. Et celui qui a volé, on le laisse. Puisque, voilà les gens qui sont partis. Lazare Simémeni, il était ministre des Finances entre 2007 et 2011. Vous savez combien il a détourné? 9 milliards 100 millions. Le tribunal criminel spécial le convoque. Et Simi Meigny est interdit de sortir du territoire. On lui dit, va faire un tour à l'hôpital. Il va et se couche comme ça à l'hôpital. On lui donne le paracétamol. Il boit son vin. Après, on dit que Paul Biya dit que tu peux déjà partir à l'étranger. Le jour où Esme Meignier sort, quitter le Cameroun, il buvait du champagne dans l'avion. Le gars atterrit direct en Californie. Il vit là-bas calmement. L'État du Cameroun dit maintenant qu'on ne peut pas lui faire un mandat d'arrêt international parce qu'il est américain. Donc Paul Biya a nommé un Américain pour venir voler les milliards du Cameroun. Et l'autre laissait partir. Et on découvre ça après. On dit aux autres que vous avez les doubles nationalités, on accepte. Mais ici, même un Américain est parti avec 9 milliards 100 millions aux États-Unis. Voilà alors l'autre bandit. Yves Michel Fosso. Voilà des gens que Marafa essayait d'inculquer quelques petites valeurs. Mais Yves Michel a été condamné à vie à 2 reprises. Et dans la nuit du 18 au 19 août 2019, oui, Yves Michel Fosso qui a détourné 32 milliards 400 millions d'école et va au Maroc. Un Bondayolo lui vire encore 7 milliards. Il est arrivé là-bas au Maroc. Le gars vivait à l'hôtel. Il croise le pied comme ça. Il boit du bon vin. Il prend sa propre bonne. Il tourne les fesses comme ça là. Il prend les filles, les femmes, les vieilles mamans qui étaient à la caméra. Parce que lui là, il n'a pas de goût. Il n'a pas de choix. Tout ce qui passe devant lui avec l'argent du Cameroun. Il tire. Il a abandonné ça. Le voilà qui se balade. Avec l'argent du Cameroun. Il est parti construire une autre société au Ghana. Il va... Pendant ce temps, Marafa
pour vol. Donc, voilà tous les bandits, ils sont sortis. Hein. Tous les bandits sont déjà sortis. Mais c'est lui qui est accusé de complicité intellectuelle. Il ne sait pas où il avait fait l'équation X plus Y égale W. On ne sait pas la complicité intellectuelle. Ou bien comme ah oui, peut-être comme il a fait la pétrochimie. Donc on a dû mettre la... Ce n'est pas bon l'école. Hein, parce que vous savez, on peut vous condamner à cause de l'école. Parce que les gens là, même, il n'y a personne qui a fait la pétrochimie. C'est pour ça d'ailleurs qu'à son époque, la SNH, il était PCA, ça marchait un peu parce qu'il comprenait quelque chose. Pas maintenant là. Bon. Ce qui me fait mal, c'est que les Akanakuna soient avec moi ici en France. Ce qui me fait mal, c'est de voir Yves Michel Fosso sautiller avec des vestes évasées et des pointilini en train de crâner, lui qui avait dit qu'il a déjà le cancer à l'œil, le cancer au poumon, le cancer aux fesses, le cancer aux intestins, le cancer partout. C'est quelle qualité ça? Maintenant, lui, il a même été, tout son cancer, là, il a fait le cancer magique, c'est allé sur sa femme. Il dit maintenant à sa femme que bon, voilà, comme j'ai volé beaucoup d'argent au Cameroun, toi aussi tu dois me payer, hein, tu dois me payer 1500 € par mois. Pendant ce temps, cette femme a assisté et Michel Fosso. Marafa n'a pas eu cette chance. Jeannette Marafa, elle a commencé sa maladie. Elle qui était à côté de son mari, elle était obligée de venir à Paris. Elle ne verra plus jamais son mari. Puisqu'elle est morte, elle est morte ici. La deuxième personne qui l'assistait, c'était sa secrétaire particulière, Christiane Soupombango. Elle était au MINAD, finalement, elle travaillait déjà à la maison, elle habitait à l'Omnisport. Exactement comme on a fait à Martinez Zogo. On est entré chez elle. On l'a étouffé. On l'a violé. Elle est morte alors qu'elle n'avait que 55 ans. Laissant sa seule fille orpheline. On l'a tuée pourquoi? Parce qu'elle assistait Marafa. La dernière fois, c'était en 2013, en décembre, au procès. Et Marafa lui avait demandé les documents. La DGR était là. Ils ont vu que c'est elle qui a les documents. On est allé la trouver chez elle. On l'a zigouillée. Voilà l'origine bien. On a anéanti Marafa. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que Biya a gracié les Ambazoniens après le dialogue. Biya dit qu'il a gracié les nordistes qui avaient fait le coup d'État, dont Issa Chiroma.
333 prisonniers graciés par Biya. Elle a dit qu'il ne veut pas entendre parler de Marafa. Le gars est actuellement malade aujourd'hui. Avant de continuer le dossier, je vais vous faire écouter Maître Arissou. Ami d'enfance de Marafa, qui lui-même, parce qu'on avait soupçonné qu'il pouvait aider Marafa, lui qui est un notaire de notoriété internationale, on a donc dit, tu vas voir les voirages. C'est ainsi que lui aussi, il a été happé. On lui a même parlé, on a parlé d'outrage à chef de l'État, on a dit qu'il avait voilà, les armes, port d'armes avec munitions, et tout. C'est la même chose qu'on a d'abord dit à Marafa. C'est-à-dire que nous, on voulait nous emballer dans, comme le régime Biya connaît faire là, nous faire croire que Marafa était déjà en train de venir avec des rebelles au Cameroun. On a commencé par nous dire qu'il y a 3000 soldats qu'on a formés, les terroristes qui étaient stationnés à la frontière. Ils ont vu que 3000 ça faisait peu. Après, ils sont venus dire 6000. Montrez-nous donc les photos. Ils n'ont jamais rien montré. Donc, c'était le sabotage pur et dur. Mesdames et messieurs, nous allons essayer de vous mettre cette vidéo de Marafa. Marafa Hamidiya est un prisonnier politique condamné à 25 ans de prison. Aujourd'hui, il est à sa 14e année. Et nous n'allons pas l'oublier. Le Grand Nord, tout le septentrion sait que c'est un prisonnier politique. Tout le septentrion sait que c'est un prisonnier politique. C'est Paul Biya qui l'a arrêté. C'est Paul Biya qui l'a maintenu en captivité, en otage, avec la complicité de certaines élites du Grand Nord. Et aussi, c'est par rapport au leadership. Et Paul Biya l'arrête parce que Paul Biya a peur de Marafa Hamidiya que tout dans ce pays-là. Voilà, donc il est à ses 14e année aujourd'hui de détention. 14e année qui fait devant nos yeux. Un Biya qui n'est pas reconnaissant des efforts qu'a fourni le peuple du Grand Nord. Ce monsieur a tout fait pour le RDPC, il a tout fait pour Paul Biya, Marafa Hamidiya. Tout le monde sait ça. Aujourd'hui, voilà sa récompense, c'est la prison. Il a été arrêté avec l'ancien Premier ministre Inoni Ephram, aujourd'hui libéré par Paul Biya. Et Ivo Focho Victor, libéré aussi par Paul Biya. Et lui, il n'est qu'un complice, alors que les coupables même sont libérés par Paul Biya. Lui qui est complice, parce qu'il a été accusé de complicité intellectuelle de détournement de biens publics, alors que ses amis, ceux soi-disant, ceux-là même qui ont pris l'argent là même sont libérés par Paul Biya. Et lui, il est en détention jusqu'à présent. Donc vous allez comprendre, nous du septentrion, le peuple camerounais, Biya ne sera jamais reconnaissant de nos efforts. Donc il faut que ces gens-là, on se mobilise pour les faire partir du pouvoir. Marafa Hamidiya et le peuple du Grand Nord ne veulent jamais vous oublier. Nous n'allons pas vous oublier. Ils ont soulevé la main avant. Nous avons dit Amin, alors que c'était faux, archi faux. Vous n'avez pas volé. Nous avons compris. Voilà. Aujourd'hui, nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques confondus, anglophones comme francophones. Ça, c'est un mouvement du septentrion qui, bien évidemment, essaye d'élever un peu la voix, contrairement aux autres. Emprisonné par... Voilà, voilà. Donc, contrairement aux autres, qui aujourd'hui ont oublié Marafa. Emprisonné parce qu'il voulait être président. Ici, maintenant, c'était notre témoignage. Parce que 14 ans, c'est énorme. Dans la mesure où, actuellement, son état de santé ne fait que se dégrader. Marafa Hamidou Yahya a été reconnu non coupable par les Nations Unies dans un procès où l'État du Cameroun a envoyé ses avocats. Lorsque Marafa va aux États-Unis continuer ses études, Maître Harrison
informe que Marafa fait partie des créateurs de la Société nationale des hydrocarbures, dont il a été directeur de l'exploration et exploitation. Maître Abdoulaye Harrison est toujours resté fidèle à Marafa Hamidou Yahya, même après son arrestation. Contrairement, dit-il, à certains ministres qui mangeaient à sa table, qui lui ont tourné le dos aujourd'hui. Maître Abdoulaye Harrison était ami à Marafa Hamidou Yahya, mais les deux hommes n'ont jamais partagé les mêmes idéologies politiques. Pendant que lui était à l'UDC, Marafa Hamidou Yahya était au RDPC. Pendant les campagnes, ils s'opposaient, mais gardaient toujours leur amitié. Donc voilà, Marafa, moi, c'est un frère, c'est plus qu'un ami. On est comme ça, on a grandi ensemble, on a cheminé ensemble. Et quand tous ces gens qu'on rencontre en chemin, ils peuvent vous lâcher. Mais un ami d'enfance, avec qui vous avez usé vos culottes sur les bancs de l'école. Marafa a été gardien de football. Marafa a été musicien au lycée. On a toujours joué au football ensemble. On a fait les bandes de jeunes ensemble. Je ne vois pas pourquoi, en plein, parce qu'il a des problèmes, je vais faire comme les autres. Il y a des ministres qui mangeaient à la table de Marafa tout le temps, qui sont aujourd'hui ministres, mais qui sont allés à la télé dire que Marafa était leur ami, mais ils ne savaient pas qu'il était comme ça. Il était comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Marafa Hamidou Yahya a eu un échange avec l'ex-ambassadeur des États-Unis à qui il a révélé sa volonté de prendre le pouvoir, et c'est à l'issue de cet échange qu'il a été arrêté. Pour Maître Harrison, il est triste d'avoir des hommes de la qualité de Marafa Hamidou Yahya et les neutraliser de la sorte. Il pense que les hommes avec une certaine personnalité sont automatiquement écartés dans le pays. Il se dit étonné du fait que Marafa Hamidou Yahya ait été emprisonné seulement pour avoir révélé ses intentions d'être président. Plusieurs sentiments. Le premier, c'est la tristesse. Parce qu'on ne peut pas penser, former des gens, avoir des gens de cette qualité qui peuvent servir leur pays et les neutraliser de cette manière. Dans ce pays, si vous réussissez, si vous êtes charismatique, vous avez une certaine personnalité, on vous écrase. Mais on n'aime pas, dans ce pays, on n'aime pas les gens indépendants. On n'aime pas les gens compétents. La méritocratie n'existe pas. Donc, le premier sentiment, c'est la tristesse. Le deuxième sentiment, c'est l'étonnement. Je ne comprends pas comment on peut être cynique jusqu'à ce niveau. Vous avez un collaborateur qui vous a rendu d'énormes services. Parce que le seul fait qu'il ait révélé à un ambassadeur qui aimerait être candidat, qu'il a de l'ambition présidentielle, vous le mettez en prison pendant 11 ans. C'est-à-dire 14. L'épouse de Marafa est décédée à Paris. Il n'a jamais vu le corps de son épouse. Il n'a pas pu faire le deuil. Heureusement que le ministre de la Défense a permis quand même qu'il installe une tente à l'intérieur de la prison pour pouvoir recevoir les condoléances des amis et de la famille. Vous imaginez ça? Aujourd'hui, Marafa est malade. Il est passé par des situations incroyables de santé. Il a eu le Covid, il a eu une thrombose qui a failli l'emporter. Aujourd'hui, il a des problèmes des yeux. Il demande à être évacué et on ne l'évacue pas. Pourquoi? D'après les renseignements, dit-on que le président dit non, les autres faut faire partie, si les meilleurs partis ne sont pas revenus. Est-ce une raison suffisante pour le laisser malade des yeux, parce qu'il peut perdre ses yeux, alors qu'il a besoin, tous les rapports médicaux indiquent qu'il a besoin de soins extrêmement pointus, qui ne peuvent être obtenus qu'en Europe. Ces médecins sont venus ici plusieurs fois, ils l'ont examiné et il y a un dossier médical de médecins de la gendarmerie au sein de la OIL, il y a un dossier médical international, il y a eu des interventions, mais jusque-là, le président ne veut pas le laisser aller se soigner. Mais moi, je connais Marafa, il va revenir. Et peut-être c'est parce qu'ils savent qu'il va revenir qu'ils ne veulent pas le laisser partir. Parce que le laisser partir, c'était un bon débarras. S'il restait comme les autres, c'était un bon débarras. Parce qu'aujourd'hui, quand même, Marafa jouit d'une crédibilité, d'une popularité extraordinaire dans le monde, mais dans l'ensemble du pays. Tout le monde sait qu'il est l'un des rares qui peut sortir ce pays du problème dans lequel il se trouve. Maître Abdoulaye Harrison révèle que Marafa Hamidou Yahya est malade et a besoin d'une évacuation sanitaire qui lui est refusée
De peur, pense-t-il, qu'il revienne au Cameroun, contrairement à certains hommes d'État qui ne sont plus revenus. Cette crainte viendrait du fait qu'il jouisse d'une bonne crédibilité, pouvant faire de lui un candidat sérieux à la présidence de la République. Pour Maître Abdoulaye Harrison, Marafa fera un bon président car ayant de l'expérience dans l'administration, au vu des postes qu'il a occupés au sein du gouvernement. Maître Abdoulaye évoque également le fait qu'il ait gardé sa crédibilité malgré son arrestation. Il a toujours des soutiens dans les autres régions du pays. Plusieurs critères. Le premier critère, c'est qu'il a l'expérience. Il a été secrétaire de la présidence, il a été ministre de l'administration territoriale, il a été conseiller économique du président, donc il connaît le pétrole, donc il réunit des qualités d'économiste, il réunit des qualités d'administrateur, il réunit des qualités politiques, parce que quand on est à la présidence, quand même, le secrétaire général s'occupe de la sécurité. Donc il a l'expérience, il connaît très bien le pays, il connaît la préfectorale, puisqu'il est resté ministre de l'administration territoriale pendant 10 ans. Donc il a cette expérience, c'est un intellectuel compétent, sa compétence a été reconnue sur le plan national et international. En plus, c'est quelqu'un quand même qui est, bien qu'on ait voulu l'impliquer, qu'on l'ait condamné dans un détournement de données publiques, qu'on ait voulu, qu'on l'ait condamné pour complicité intellectuelle, une infraction qui n'existe pas dans le code pénal camerounais, il reste quand même crédible. On n'a jamais prouvé que Marafa a détourné quelque chose que ce soit. Donc, il allie toutes ces qualités-là. Et c'est un homme d'État. On l'a vu à l'administration territoriale. Regardez, depuis que Marafa est parti, les gens, les fonctionnaires du commandement, les gouverneurs, les préfets, ne vont plus à la retraite. Tout à fait. Marafa, dès qu'un gouverneur ou un préfet atteignait l'âge de la retraite, il partait. Même si le président intervenait, il partait. Parce qu'il disait au président, Monsieur le Président, c'est vous qui m'avez donné des instructions, vous avez signé un décret, vous avez donné des instructions. Je me rappelle, quand Yéné Somba était gouverneur à l'extrême nord, à Bara, mais les Membara et tout le monde a intervenu pour qu'on les laisse gouverneur. Enfin, il n'y a pas d'exception. Si on les laisse aujourd'hui, demain, comment je vais faire pour amener les autres à la retraite? Il y a des jeunes qui veulent. Il y a des jeunes qui montent. Il faut bien qu'eux aussi ils occupent des postes. Ouais, non, c'est le seul qui était capable d'aller dire au président, voilà ce que je pense, qui disait la vérité au président. Il n'a jamais été un courtisan, à proprement parler. Le président reconnaissait que c'était l'un de ses meilleurs collaborateurs. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a toutes ces qualités, il a l'expérience, parce qu'il faut connaître le pays. Ce pays-là, si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas d'expérience. Vous venez comme ça pour le gérer, c'est pas évident avec les 40 ans accumulés de laisser aller, tout ça, ça va pas être évident. Donc je pense que, et le deuxième atout qu'il a, le grand atout qu'il a, c'est que il est intégré dans toutes les régions. Il a une épouse qui est Sawa. Il a des amis à l'ouest. Il a des amis au centre. Il a des partisans un peu partout. Donc, Marafa n'a jamais été entouré que des gens du nord, même quand il était au plus haut de sa puissance. Il était toujours à la table de Marafa, où trouviez les gens du centre, les gens du sud, les gens du nord, les gens de l'est, de l'ouest, les anglophones. Tout ça, tout le monde était à la table de Marafa. Si vous avez aimé la vidéo, likez et laissez un commentaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Mesdames et messieurs, là nous sommes dans ce pays, la cruauté, la méchanceté, mais il n'y en a pas pitié. Vous avez pu constater comment est-ce que d'ailleurs il a laissé mourir Mandozé, Henri Ngoulou. Ils sont morts en prison. Pourtant, ce n'est pas eux, les vrais détourneurs. Les vrais détourneurs sont dehors. Parce que je vous disais tantôt, 7 ambassadeurs, c'est-à-dire qu'au-delà du groupe de travail de l'ONU, 7 ambassadeurs américains ont fait une lettre pour demander la libération de Marafa,
Vous vous rendez compte que l'État du Cameroun a été condamné? On doit plutôt le dédommager. Mais Bialoka dans prison. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas quelqu'un qui est assez bon. Il y avait des moutons autour de lui. Regardez un peu. Voilà quelqu'un qui a tous les rapports. Je vous dis que les estimés meuniers, ils sont passés, ils buvaient leur vin à l'hôpital central ou bien à l'hôpital de la Caisse. On a dit parti. Mais voilà des rapports. Je prends ici ce premier rapport. Rapport médical. Il s'agit du rapport médical de M. Marafa Amidou Yaya, né le 18 mai 1952, amené en consultation par un confrère pour une contre-expertise. Contre-expertise. On note que le patient est suivi par les confrères du centre médical Meki Ofta pour glaucome chronique à angle ouvert et cataracte depuis 2016. L'œil droit est opéré de cataracte en 2016 et l'œil gauche en 2017. Un syndrome sec oculaire et une conjonctivite allergique ont été diagnostiqués et traités par la suite. On a noté une baisse d'acuité visuelle progressive, plus accentuée à l'œil droit. Traitement en cours. Examen ophtalmologique. Tout cela, acuité visuelle sans correction, acuité visuelle avec correction, acuité visuelle corrigée, ceci et cela. Voilà ça. Vous voyez. Voilà le dossier médical de Marafa. Examen à la lampe à la fente. Larmoyant, fin de nylon à 10 heures. Œdème cornéen. Ainsi de suite. Pression ceci et cela, j'enlève. Conclusion. Parce que je ne vais pas tout lire. À la suite de cette observation, nous pouvons conclure que le patient a un glaucome terminal à angle étroit. L'œil droit est aveugle. L'œil gauche est malvoyant. Le syndrome sec oculaire n'est pas confirmé. Recommandation. Nous recommandons l'ablation du fil de nylon qui irrite l'œil droit. Une iridectomie périphérique au laser, YAC. Une prudence absolue pour toute intervention chirurgicale sur son unique œil gauche, déjà malvoyant, avec un glaucome terminal. On envoie ça à la présidence de la République, Paul Biafran et Mamba. Marafa revient. Numéro de référence. Tac, tac, tac. Date. 0110 2021. Monsieur Amidou Yaya s'est présenté pour la première fois à notre centre le 7 juillet 2017 avec une plainte de mauvaise vision de l'œil droit. Il a déclaré être un patient atteint de glaucome depuis 5 ans et traité avec des gouttes oculaires monoprost. Il a également signalé une intolérance au collyre contenant du chlorure de benzalkonium. À l'examen, la meilleure vision corrigée était respectivement de 0,3 et 1,0 dans les droits et gauche respectivement, tandis que la pression... Je crois qu'il y a des médecins qui m'écoutent là, qui vont vous expliquer la gravité de l'affaire. Tandis que la pression intraoculaire était respectivement de 29 mmHg et 28 mmHg. Les diagnostics suivants ont été retenus. Cataracte à l'œil droit, pseudophakie à l'œil gauche,
glaucome bilatéral. Ce dernier a été confirmé par l'imagerie OCT et les champs visuels. Les champs visuels ont révélé ainsi de suite. Une chirurgie de la cataracte par phaco-émulsification et implantation d'une lentille intraoculaire a été réalisée avec succès le 9 octobre 2017. Le patient s'est présenté à nouveau au MICI le 28 septembre 2021, se plaignant d'une détérioration importante de la vision de l'œil droit. Était venu pour un deuxième avis. Il a déclaré s'être vu prescrire les médicaments suivants par l'ophtalmologiste principal. C'est plat. L'OCT et les champs visuels ont montré une détérioration significative du glaucome par rapport au test effectué en 2017. Je laisse le côté technique. Le patient suit compte tenu de la nature avancée de la maladie, en particulier de l'œil droit aveugle, nous recommandons la chirurgie mini-invasive du glaucome, comme avec un stent afin d'éviter une cécité irréversible des deux yeux. Cette intervention n'est actuellement pas disponible dans notre hôpital. Voilà une opération qui n'est pas disponible au Cameroun. Rapport médical rédigé et remis au médecin colonel Dr Bongono. Donc, vous ne pouvez pas faire ça au Cameroun. Nous sommes le 25 avril 2022. Concerné monsieur Amidou, voilà, 70 ans, là déjà. Médecin ophtalmologiste, ils sont deux. Docteur Junda dit, nous sommes ici au centre médical Meki Ofta. Donc il y a deux médecins ophtalmologues. Docteur Jundagi, docteur Mbiengang Jean Calvin. Médecin superviseur, colonel docteur Bengono. Ça fait 3. Antécédents ophtalmologiques et chirurgiques de la cataracte par c'est trop compliqué. En 2016 et 2017, il est suivi au centre Meki Ofta depuis 2017 pour un glaucome chronique à angle ouvert qui au fil du temps est devenu réfractaire à la thérapeutique médicamenteuse. Est devenu réfractaire à la thérapie médicamenteuse. Donc, ça ne veut même plus les médicaments. Son traitement actuel consiste à une association avec des médicaments par voie orale, ceci, cela, et rien. Malgré ce traitement, et en dépit du suivi régulier, la pression intraoculaire, PIO, est toujours restée très élevée dans les deux yeux. Lors de la dernière consultation du 25 mars 2022, la PIO était de 39 mmHg à droite et 32 mmHg à gauche. Les contrôles du champ visuel automatisé et l'examen OCT ont mis en évidence une perte quasi totale du champ visuel de l'œil droit et un rétrécissement tubulaire qui s'aggrave progressivement à l'œil gauche. Après la perte fonctionnelle de l'œil droit, la détérioration de la vision de l'œil gauche atteste de la progression des lésions du nerf optique avec un risque quasi certain de cécité si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Afin de préserver cette vision de l'œil gauche, un traitement chirurgical mini-invasif par pose d'un shunt intraoculaire au centre hospitalier national des 15-20 à Paris avait déjà été proposé.
Donc, on avait déjà proposé d'aller à l'hôpital à Paris. Les hôpitaux de 15-20 à Paris avaient déjà été proposés dans un précédent rapport médical en septembre 2021. Marafa n'a pas demandé l'argent à l'État. Il dit, laissez-moi seulement aller me soigner. Nous rappelons à nouveau, ici l'urgence de la réalisation de ce traitement chirurgical qui, à notre humble avis, représente le seul moyen de préserver l'évolution de ce glaucome réfractaire vers la cécité. Le présent rapport médical a été rédigé à la demande du patient et remis au colonel médecin Bongono, chargé de son suivi général. Dr Junda, ophtalmologue, Dr Mbiengang, ophtalmologiste. Le docteur est arrivé, le rapport est arrivé chez son ami Mbonda Yoro, son ancien ami qui l'espionnait. Biala avait placé Mbonda Yoro à côté de Marafa pour l'espionner et pour venir le surcharger. Voilà le rôle de Mbonda Yoro. Comment il a détruit l'espoir du Grand Nord. C'est Mbonda Yoro qui a vendu Marafa.